Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé pendant un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé pour tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce 21e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. On m'appelle Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves comme toujours, et je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers d'assaut en studio, dans le boudoir. Comment ça va, les boys? C'est rare que je peux dire ça, Charlie. Ça va bien, ça là. va très bien, hein? Ouais, non, ça va très bien, mais surtout toi, Écoute, on va tellement comme des rockstars, finalement. Hein? On a enfin réussi dans la vie, les boys. C'est officiel. Les Chevaliers de la Première Ronde sont commandités pour vrai avec de la bière. De la vraie bière, là. Oui. Pas une fausse bière de fond de tonne. Non. Du vrai stock. De la bonne pale ale. Oui, monsieur, la microbrasserie Baldwin. Qu'on salue. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Allez liker la page Facebook. Allez surtout acheter une caisse de 12. Allez surtout acheter ça. Très bonne en bouche. Shout-out, props, hommage même. Et puis, Et conscience écologique, Oui. bien bio. moi, rendu là, je leur passe même ma soeur. Mais bon, on s'en reparlera. Et ils ont vu le potentiel. Oui, ils ont vu le potentiel en nous. Puis ils ont un slogan quand même assez intéressant. Olivier va peut-être nous parler de la mentalité derrière cette bière. Écoute, on parle de la mentalité derrière la bière. C'est la bière Baldwin. Oui. La bière bio. Biologique. Oui. Brassée avec l'audace d'aller à contre-courant. Oui. Pour abreuver votre soif de changement. Et voilà. C'est Baldwin. Refaire le monde. Oui. Avec plaisir. Oui, changeons le monde à une gorgée à la fois. Hein? C'est vraiment excellent. Donc, ça nous vaut au moins un applaudissement de Mini-Pot. Oui. Ah, et voilà. Et voilà. Puis on peut même dire, on va tous dire merci en même temps, hein, parce que ça vaut au moins ça. Merci! Yes! Puis on va même passer un moment de silence à l'ancienne brasserie, là, on va taire le nom, qui est toujours resté non officiel après 20 épisodes. Puis fait qu'ils ont manqué le bateau, puis un moment de silence. OK, c'est assez, là. Ah, c'est ça. Bon, OK, parfait. Fait que, OK. Donc, vous avez entendu Olivier Daigneault, toujours là, fidèle au poste, avec sa voix aussi chaude qu'un gars qui a nettement fouillé dans la réserve de la commandite. Oui, j'ai fait des tests. Fallait tester le produit. Là. Tester. Avant, on n'accepte pas. On ne signe pas un contrat n'importe comment. Là. Non, on c'est regarde ce qui se passe avant. C'est 2 bières gratuites par show, Ali, pas 2 caisses. Par show. J'ai pris de l'avance. On a également Charles Bussière de la AML Premier, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. Yes. Oups, j'ai jumpé le départ. Oui, puis on va peut-être changer ton nom pour Charles Baldwin. Ben, certain. Amel. Oui, c'est moi qui l'avais proposé. On est pute ou on l'est pas. Hein? Oui. As-tu amené mon bruit de... Parce que j'essaie toujours de te surprendre, là, mon bruit de gars qui en a viré une bonne broche. Aïe. Bon, il n'a pas l'air affilé. Il a pas l'air affilé, celle-là. Mais Non, d'après moi, il n'a pas choisi la bonne bière. Parce que s'il y avait eu de la bière de chez Baldwin, d'après moi, ça aurait été le party. Et voilà, excellent. Et nous avons également le jeune prodige Alexandre Bissonnette en ligne. Toujours là? Toujours là. Oui, Alex est un jeune journaliste sportif émergent de première ronde. Il y a d'ailleurs le feu dans les bottes par les temps qui courent. J'ai vu qu'elle a un stage chez RDS, si je ne me trompe pas. Fort possible, oui. Hey, c'est les rumeurs. Félicitations, Merci beaucoup. Alex. Merci beaucoup. Et puis as-tu quelques endroits pour passer une soirée gonzo réussie au Saguenay, là, si tu peux nous brancher là-dessus? Écoute, il y en a une couple, il y en a certains, on nommera pas de nom, là, on va attendre de se faire commanditer, on va les attendre, mais il y en a quelques-unes, effectivement. OK, bon, on s'en reparlera quand que les micros seront fermés. Et, c'est ça. Oui, et avant de commencer, on va jouer au tout sauf fameux jeu des questions insipides, mais ô combien importantes. Vous êtes prêts, les boys? Oh que oui! Tout à fait. Excellent. Donc, on se souvient du gars qui avait réussi à échanger un trombone contre une maison. Alors, que seriez-vous prêt à échanger contre une bonne bière fraîche de chez Baldwin? Les choix de réponse sont la totalité de vos REER. Ben, pour ma part, c'est comme un gros 400$ avant impôt. Il y a la 4 crues Pro 7 de Pat Falloon, qui valait 20$ à l'époque, dans son prime. Il y a également un like de Brittany Larson. Ça, c'est la cheerleader des Golden Knights de Las Vegas qui nous follow sur Instagram. Hi, Brittany. Hi, Brittany. Ou votre virginité, ou celle d'Olivier, si vous avez déjà gagné les droits dessus au préalable, parce qu'il y a des vilaines dettes de jeu. Hein, des fois, ça coûte cher. Hey, j'ai eu ça quand tu prends des choses comme ça. Ma virginité, ça m'appartient. Je donne généreusement. Alors, Olivier, ton choix. Oui, c'est parce que j'ai un restant. J'ai à peu près 18 bières des brasseurs du Demont.
Ouais, il faut changer le nom. qui traîne chez nous, là, je pourrais-tu prendre une Baldwin à la place? C'est les brasseurs mondiaux, tu parles, hein? Ouais, c'est Ouais, ça. les Je sais les pas quel brasseurs va faire. mondieux. Tu sais, c'est bien beau du Drano, mais tu sais, à un moment donné, à la toilette, t'avais pas bouché de Wiseman. Du côté de Charles? Ben, moi, en fait, je vais revenir dans le temps. Oui. Je vais dire ce que je donnerais pas parce que, tu sais, quand même, il y a une limite, là. Oui. C'est la carte recrue de Pat Fallow. Je l'avais dit qu'elle Ok, partirait c'est vrai, avec c'est moi. vrai, c'est vrai, t'en donneras dans la pas. tombe, T'en donneras dans pas. Il y a la des tombe. limites à la Oui, Baldwin. oui, ce et que puis la même, Baldwin ça s'était peut faire. retrouvé dans les best-of. Fait que Ben, c'est clair que là, ça en t'as vient bu avec juste moi. comme quelques gorgées, mais après 2 bières, on regardera si On ça vaut verra, toujours le coup. on verra. Oui. Ouais. Et du Ah, côté mais de. Pat Fallow Ouais, je aussi. le sais, dans son prime, c'était quelque chose. Et du côté d'Alex. Écoute, je pense que je donnerais la totalité de mes REER. On s'entend qu'à 19 ans, c'est pas bien gros. Fait que, Non, c'est. T'en as? C'est ça. ben, c'est ça l'affaire, ils sont inexistants. Ah, Excellent. ben, voilà. OK, c'est bon. Bon, ben écoute, l'autre question, c'est avec l'entente de plusieurs millions entre la NFL et Colin Kaepernick, quel serait l'athlète que vous voudriez voir réintégré dans son sport après avoir été honteusement éjecté? Il y a Lance Armstrong qui a été mystérieusement pogné avec de la testostérone en plus et une gosse en moins. Oui, très bizarre, bon. ça. Oui, oui, Oui. Il y a Pete Rose, mais qui n'a pas le droit de se trouver à moins de 50 mètres d'un terminal de mise au jeu. Oui, ça, on fait Ah, attention. évidemment. Et il y a Sean Avery, mais à condition de prendre sa dose quotidienne de Ritalin. Du côté d'Oli? Moi, c'est le petit singe dans My Most Valuable Prize. Ben, lui, on va Il- l'inviter dans le show, au show. C'est 4, on Depuis qu'il l'adore. avait lancé ses excréments dans la face de ses coéquipiers, ça avait pas passé. Non, non, Il ben, s'était fait bannir depuis ça. ben oui, qu'est-ce que tu veux? Il y a des affaires qui se font pas. Ça hein. arrive. Ça, puis... OK. Les choses qui se passent dans une chambre d'hockey, hein. Et du côté de Charles? Moi, je vais prendre, je sais pas si ça va vous dire de quoi, mais je vais prendre Rosie Ruiz. Rosie, oui. Oh, oui, ben ben, oui. je vous rappelle l'histoire. La tricheuse. Oui, la tricheuse, c'est en Ah, 1979. Elle a décidé de courir le marathon de New York, puis elle en a fait un bout en métro. Avec sa pose de boss. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'elle est arrivée comme bien avant tout le monde. Elle a battu le record. Elle avait fait 2h31 minutes et 56 secondes. Et ben, finalement, il y en a qui trouvaient ça louche. Ils ont fait enquête, puis ils ont vu que Ben là, c'est ça, hein, elle n'était pas sur les vidéos et les photos de tout le parcours. Les Les doigts de- quand même bravo d'avoir passé de prendre Quand le même. métro. Les doigts de pied en éventail. Dans sa petite pochette, à l'arrivée, elle avait son transfert. Et, Oui, c'est ça. oui, oui. Et du côté de Alex? Écoute, allons-y avec Pete Rose pour absolument aucune raison. Ah, ben c'est Et bien. Parce qu'il y a un écoute, beau nom. on va y aller avec ça. Hein, C'est qu'est-ce très que tu veux? bien. C'est très bien. Alors, on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fois où j'avais envie d'ouvrir ma deuxième bière Baldwin Ben, après fais seulement soif. J'espère que ça 5 sera pas minutes. trop long, Alex, parce très que j'ai hâte. soif. Mais avant, évidemment, ce podcast est offert en format néo-cheap et la devise qui est de mise avec le néo-cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en prendrais pour $1. Alors, hey, j'étais sûr. T'étais pas loin. T'étais pas loin, Je pense Alex. que tu t'en mérites une demi. Ouais, T'étais d'accord. vraiment... Ouais. Ben, en fait, J'étais pas si loin, là. C'est juste non, pour t'étais me donner un vraiment go. proche. Là. Je suis pas là pour avoir un contact visuel pour donner le go. Fait que, tu sais, faut me Tu donner une m'enverras chance. ton adresse Mais, en DM, je vais aller t'en porter une dans ta boîte aux Ok, lettres. parfait. Mais faudrait voir si Baldwin, parce que là, c'est des grosses bières qu'ils nous ont Ouais. données. S'ils en font des petites, on pourrait y en donner une petite. On peut, mais C'est fait quand la même job. pas pire. Alors, Alex, là, avec un peu moins d'un mois à faire à la saison régulière dans la Ligue junior majeure du Québec, ça ressemble à quoi le portrait pour les séries éliminatoires? Ben, il y a une couple d'équipes qui sortent du lot, je vous dirais. Je sais pas si vous vous rappelez la chronique que j'avais faite au début de l'année là-dessus. Moi, je la regarde Vous avez- une fois par 2-3 semaines. Eh ben, je l'écoute, en fait. OK, ouais, c'est Je ça. veux C'était- apprendre d'un professionnel, alors... OK, c'était marquant quand même comme chronique, Oui, hein? oui, Ok. t'as fait quelques calls assez judicieux, puis qu'on se rend compte que j'avais placé mes réels là-dessus, je serais riche aujourd'hui. Ben, là, je vais vous parler de 4 équipes parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut savoir se limiter. Oui. Et parmi ces équipes-là, il y en a 2 sur 3 desquelles vous avez parlé au début de l'année. Puis je vous disais, c'est sûr que ces équipes-là vont connaître une excellente saison. Et il y en a une autre, vous m'aviez demandé s'il y avait une équipe qui pouvait être une équipe surprise un peu, Oui. avoir une saison surprise. Et cette équipe-là, c'était le Dracor de Bécomo. Au début de l'année, tout le monde s'entendait pour dire que le Dracor allait être bon. Mais jusqu'à quel point, c'était pas vraiment clair. Il y a personne qui s'attendait à les voir vraiment loin. Mhm. Et ce qui arrive avec le Dracor présentement, c'est qu'ils ont quand même une excellente école de 83 points en 56 matchs. Oui. Ça les place au 2e rang de leur conférence. Donc là-dessus, je pense que je me donne un petit B, là, tu sais, comme sur les examens quand on était jeune. C'est Parce bien que, mérité. écoute, Bien mérité, oui. je pense que oui. Écoute, le Dracor pourrait, sans causer une surprise, là, le Dracor pourrait se rendre vraiment loin. Des gros éléments, là, on parle de Gabriel Fortier, la majorité le connaissent. Il y a Jordan Martel qui est excellent aussi. Puis, honnêtement, là, dans la JMQ, chaque équipe a le droit d'avoir 2 joueurs qui viennent d'Europe. Oui. Puis, honnêtement, leur duo d'Européens est
incroyable. C'est Yaroslav Alexeyev et Ivan Tchekovic. Tchekovic qui est dans le top des pointeurs de la Ligue. Donc, vraiment, le Dracor qui connaît une saison incroyable. Sinon, une équipe, je pouvais pas passer à côté de cette équipe-là. Et c'est les Huskies de Rouyn-Noranda. Ouais. 99 points en 57 matchs. Et là, si on a parlé beaucoup de la séquence des Chevaliers de Lévis, là, de la séquence de victoire, ils s'en approchent dangereusement. Ils en ont quand même 19 de suite à la date, qui est quand même pas si pire pour la JMQ, les gars, j'ai envie de vous dire. C'est bien. On fait des gros échanges aussi. Notamment, là, ils sont allés chercher Noah Dobson. Je sais pas, vous le connaissez peut-être, là, il a été repêché cette année en première ronde. Oui. Justement, et Noah Dobson, ça a été un gros échange avec les Saguenay. Je vais vous en reparler tantôt, mais vraiment, les Huskies ont tous les gros éléments. Puis, depuis plusieurs semaines, les Huskies sont au sommet du classement de la Ligue de hockey canadienne. Donc, ça regroupe la WHL, l'OHL, puis la LHJMQ. Donc, les Huskies, là, qui sont vraiment tout feu, tout flamme, qui rasent tout sur leur passage. Oui. Puis, en plus, leur entraîneur, ce qui est spécial, c'est que c'est Mario Pouliot. Ouais. C'est lui, l'année passée, qui a gagné la Coupe Memorial avec le Titan Acadie Batters. Donc, ça pourrait être quand même une belle histoire que Pouliot l'emporte une deuxième fois cette année. Mais ça, c'est encore loin. Il reste encore beaucoup d'étapes avant d'arriver là pour Rouyn-Noranda. Ben, c'est ça, oui. Sinon, on peut aussi parler des Voltigeurs de Drummondville. D'autres gros éléments. Il y a Maxime Comtois, d'ailleurs, on en a parlé avec le championnat mondial junior. Ça n'avait pas été nécessairement positif avec tous les commentaires. Mais depuis qu'il est revenu avec les Voltigeurs, honnêtement, ça va super bien. Joueur de la semaine cette semaine, d'ailleurs. 16 points en 4 games. 2 tours de chapeau en 4 matchs. Quand même pas super école, je pense. Ben oui, même au hockey-ball, ça serait bon. Fait que... J'imagine que oui. C'est ça. Donc, les Voltigeurs qui ont vraiment toute une équipe, là, plusieurs joueurs repêchés dans la LNH, le Comtois, Veleno, Baudin, Joseph, Rodrigue. Donc, les Voltigeurs qui sont une autre équipe à surveiller. Puis finalement, on parle des Moussets d'Halifax qui ont eux aussi là, des joueurs très importants. Antoine Morin, Samuel Asselin qui ont gagné la Coupe Memorial l'an passé. Jared McIsaac, Alexis Gravel. Donc, je vous dirais que c'est ces 4 équipes-là qui risquent le plus de se rendre loin en série pour la Coupe du Président et qui ont le plus de chances de se rendre à la Coupe Memorial. Et en plus, je vous parle des Moussets d'Halifax. C'est eux qui reçoivent la Coupe Memorial cette année. Donc, avec une aussi bonne équipe, là, ils ont quand même d'excellentes chances de se rendre loin et de peut-être même gagner la Coupe Memorial cette année. Donc, ça pourrait être une deuxième conquête en 2 ans pour la LHJMQ de la Coupe Memorial. Mais comme tu disais, on est encore loin, il reste beaucoup de hockey. Puis, comme le slogan le veut, faut pas mettre la groupie à joueur de hockey devant la poche de joueur avant que. En tout cas, ça va de même. Ça ressemble à ça. L'entreclouche, oui. Bon, j'aurais dit ça mot pour mot. La charrue devant les bœufs, mais d'une autre version. Oui, plus complète. Oui, un peu plus complète. OK, oui, donc, oui. Fait que ça ressemble à ça, je vous dirais, le portrait pour le moment. Puis il y a d'autres équipes aussi qui ont des bonnes chances. L'Océanique de Rimouski, on parle aussi d'Alexis Lafrenière, meilleur pointeur de la LHJMQ. Donc vraiment, pour le moment, ça ressemble à ça. Mais je vous dirais que si vous avez 4 équipes à surveiller, c'est celle-là. Okay. Juste une petite question rapide pour ma curiosité personnelle. Et sûrement que d'autres se posent la question. Alexis Lafrenière n'est pas admissible au repêchage cette année. Ça va aller juste en 2020, si je me souviens bien. Exactement. C'est quand même incroyable. Ben oui, vraiment, Alexis Lafrenière, tout le monde savait très bien que ça allait être un joueur incroyable, là, mais présentement, il est pas admissible au draft de cette année, puis il domine déjà la Ligue. Fait qu'imaginez-vous l'an prochain, à son année de 17 ans, ça va être son année la plus importante, là, son année de 17-18 ans avant le repêchage. C'est toujours l'année la plus importante pour les recruteurs et tout ça. Mais imaginez-vous si cette année, il est premier au classement des pointeurs de la LHJMQ. L'année prochaine, ça va être terrible là, de le voir évoluer avec l'Océanique. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec un ancien de l'Océanique, Sidney Crosby? Est-ce que les statistiques sont semblables? Ou Et là, tu me prends sur le fait. Écoute, c'est correct, on va jaser. Je pense que Charles est en train de googler en attendant. C'est ça que je suis en train de faire. Là. J'essaie de parler de vous, d'acheter un peu de temps, mais sinon, c'est sûr que c'est toujours dur honnêtement, c'est dur de comparer un joueur à Sidney Crosby. Et puis même si ça fait pas si longtemps que ça, c'est quand même 2 époques aussi. Là, c'est pas. Exactement, mais c'est toujours dur de comparer quand même aux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Là, j'ai les statistiques devant moi. Je suis aussi vite que ça. Présentement, Crosby, sa première saison avec l'Océanique, il en a joué seulement 2. 135 points en 59 matchs. Lafrenière est à 92 en environ 50 peut-être. Okay. J'ai pas le nombre de matchs exacts, mais entre 50 et 60. Donc,
Pour le moment, là, j'ai envie de vous dire non. J'aimerais ça pas à ce niveau. qu'on prenne peut-être une année de qu'on se donne un peu de lousse puis qu'on lui donne sa chance. Mais Crosby, à sa deuxième année avec l'Océanique, a eu 168 points en 62 matchs. Fait que, on n'est pas encore rendu au stade de le comparer à Sidney Crosby. On verra l'année prochaine. C'est ça. Ben, c'est ça, on verra en temps et lieu. Peut-être qu'il aurait fallu avertir les Oilers d'Edmonton aussi qui n'étaient pas disponibles cette saison. Parce qu'ils ont encore essayé de perdre pour avoir le premier choix, mais c'est l'année prochaine. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, là. D'ailleurs, Joe Sakic va regretter de ne pas avoir pris le premier choix des Sénateurs de l'année prochaine. Ouais, il y a ça aussi. Fait que sinon, Alex, on peut s'attendre à quoi là, des Saguenayens de Chicoutimi pour la fin de saison, plus les séries éliminatoires? Ouais, ben là, évidemment, on n'avait pas le choix d'en parler. Ouais. Je suis au Saguenay, Exact. je suis dans mon élément de confort là, Oui, tu présentement. couvres totalement quand on parle- l'événement, oui. Ouais, ben c'est ça. Les Saguenay, là, en ce moment, sont dans une séquence assez bizarre, j'ai envie de vous dire, depuis la mi-novembre. Là. Écoutez ça, du 7 novembre au 15 décembre, ils ont eu 12 défaites en 17 matchs, ce qui n'est pas une excellente récolte, j'ai envie de vous dire. À partir du 15 décembre jusqu'au 27 janvier, ça a été 11 victoires en 7 matchs, dont 7 victoires de suite, qui étaient tout feu tout flamme. Ouais. Puis là, depuis le 27 janvier, ils ont eu une séquence de 4 défaites de suite, puis une de 3 victoires jusqu'à date. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on sait pas trop à quoi s'attendre des Saguenayens, mais ça va vraiment dépendre de quel type de hockey ils vont être capables de jouer, s'ils vont jouer leur meilleur hockey ou le pire. Mais les Saguenayens qui pourraient connaître quand même de bonnes séries, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que les Saguenayens sont dans la section la plus forte de la LHJMQ, parce que là, cette année, dans la LHJMQ, ça a changé, c'est rendu avec des sections, le système pour les séries a vraiment été chamboulé, et les Sags se retrouvent dans une très grosse section, là, notamment avec Rimouski puis le Dracor dans la même section qui sont excellents. Donc, ça va être difficile cette année pour les Sags, mais c'est plus l'année prochaine, je vous dirais, leur grosse année pour se rendre jusqu'à la Coupe du Président. Ouais. Les Saguenay ont fait cette année, ont une équipe très jeune en fait, ont une excellente équipe, mais une équipe vraiment jeune. Là, présentement, ils ont 3 des 5 meilleurs attaquants du repêchage de 2018 dans leur équipe. Il y a Hendrix Lapierre et Théo Rochette, qui ont été repêchés par les Saguenayens cette année. Puis, il y a William Dufault qui s'est ajouté au mois de janvier, et c'est là que je voulais vous en parler dans l'échange de Noah Dobson. C'était connu depuis longtemps que Noah Dobson ses droits en fait avaient été échangés au Saguenay, mais tout le monde savait qu'il allait pas jouer avec les Saguenayens de Chicoutimi. C'était déjà clair pour tout le monde en fait que Yannick Jean allait seulement échanger les droits de Dobson. Donc, si je me trompe pas, il avait donné 3 choix de premier tour pour Noah Dobson. Donc maintenant, c'était rendu à lui d'essayer d'aller en chercher plus pour Noah Dobson à la date limite des transactions qui était au mois de janvier. Puis je vous dirais que c'est un pari qui est vraiment réussi parce qu'il est allé chercher William Dufour. Pas trop connu jusqu'à présent. Évidemment, il y a eu de la misère avec Rouen Oranda parce qu'avec l'excellente équipe qu'il y avait, pour un jeune de 16 ans, c'est dur quand même d'être sur une première ligne puis de jouer beaucoup. Ouais. Donc, il jouait pas beaucoup, ça a été difficile, mais rendu avec les Saguenayens, ça se passe bien. Un gros attaquant, honnêtement. Beaucoup de talent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour l'an prochain avec Rochette, Lapierre et Dufault. Mais en plus de Dufault, là, les Sacs sont allés chercher des choix au repêchage. Donc, excellent échange de ce côté-là pour Yannick Jean. Puis, comme je vous ai dit, là, c'est beaucoup plus l'année prochaine qu'il va falloir suivre les Sacs de près. Alexis Schenk va être à son année de 19 ans, si je me trompe pas. C'est le gardien de but, tout ça. Il y a un Justin Ducharme là, qui a été repêché, qui va être encore de retour avec les Sacs. Donc, vraiment... pour cette année, on peut voir les Sags peut-être se rendre en deuxième ronde, mais pour l'année prochaine, là, c'est là qu'ils risquent d'y aller pour la long shot. OK, c'est bien. Beaucoup d'informations. On va passer à... Ça m'avait intéressé quand même. Il y a quelques semaines, la Ligue avait instauré des nouveaux règlements concernant les amphithéâtres. Puis plusieurs équipes touchées, dont les Saguenayens. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, il y a plusieurs changements qui sont demandés par la LHJMQ. Puis les autres ligues de la Ligue canadienne ont déjà commencé à faire ces changements-là, ont déjà demandé aux équipes de faire ces changements-là. Puis la LHJMQ a un peu suivi le troupeau, si je peux dire ça comme ça. Pas de bière dans la chambre, non, c'est pas ça. Non, pas exactement. On fera pas de mauvaise joke là-dessus. Là. Il y a eu les petits accidents avec les Tigres de Victoriaville, on s'en rappellera. C'est vrai. Mais non, parmi les changements... plus sérieusement, c'est des petits changements, mais qui n'ont pas l'air de coûter cher, mais qu'au final coûtent quand même cher à une équipe de hockey. On parle ici, mettons, avoir des billetteries plus flexibles, donc ça évite les risques de blessures, tout ça.
avoir un meilleur éclairage. Ça a plus un effet sur les joueurs qui ont des commotions cérébrales. Avoir les bancs du même côté, donc c'est des petits changements de même, mais pour un gros amphithéâtre, là, ça change quelque chose. Ouais. Et les SAGs, ils sont pas les seuls là, dans cette histoire-là à devoir faire des changements. Et je pense entre autres à Val-d'Or là, qui va avoir des changements à faire. Maintenant, ce qui est spécial avec les SAGs, c'est que vous avez peut-être entendu parler du centre Georges Vézina. Ça a été difficile l'année passée. Là, les Sags ont dû déménager le temps de 6 matchs au Palais des Sports de Jonquière, où les Marquis de Jonquière jouent dans la Ligue nord-américaine de hockey. OK. Parce que le toit était trop faible et qu'il y avait des risques de s'effondrer. Ben là, ouais. C'est pas super encourageant quand t'es sur la galerie de presse et que la galerie de presse est accrochée au toit. Oui. Mais Vivons dangereusement. D'ailleurs, exactement, ça a fait les nouvelles cette semaine. Il y a plein de toits qui se sont effondrés un peu partout au Québec. C'est bien à la mode. Ça. Oui. Puis non, c'est ça. Fait que on a une vie à vivre, fait que allons-y, hein. C'est clair. Mais bref, avec cet amphithéâtre-là, ça a fait beaucoup réagir à Saguenay. Là, c'est un sujet qui va vraiment à l'extérieur du sport. Là. Ouais. Les citoyens se sont mobilisés tout ça dans ce dossier-là. Il y a eu une consultation publique qui a été faite pour les plans et tout ça. Puis au final, au mois de janvier, au conseil de ville, parce que oui, en ATM, on doit aller au conseil de ville, donc on suit tout ce qui se passe au Saguenay. Et puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que les citoyens se sont mobilisés, disaient qu'ils étaient contre l'amphithéâtre. Finalement, excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais le projet a été mis sur la glace. Bon, sur la... Ouais, oui. Je pensais que tu allais dire a été enterré sous la neige qui était tombée du toit. Ouais, ça aurait pu aussi, mais écoutez, il faut faire des choix difficiles dans la vie des fois. Donc, c'est ça. C'est un plan qui a été mis qui est en attente présentement. Et là, juste après, les nouveaux règlements de la LHJMQ sont sortis. Si je me trompe pas, c'est pour 2021 que ces changements-là doivent être faits. Et pour le centre Georges Vézina, ça coûterait approximativement 750 000 faire les rénovations. Et boy, ouais. Maintenant, sans connaître exactement les chiffres, si on fait un calcul rapide, considérant que la ville aurait des subventions des gouvernements puis tout ça, ça reviendrait pas bien plus cher de faire un nouvel amphithéâtre. C'est ça. Donc, je pense que ça va être des grosses décisions pour la ville de Saguenay de ce côté-là. En fait, à Trois-Rivières, ils sont en train de plancher sur un projet de nouvel amphithéâtre. Une ville à peu près de la même grosseur, puis on parle d'à peu près 4 à 5 millions pour bâtir un amphithéâtre neuf. C'est ça. Puis tu sais, considérant que le centre Georges Vézina a quand même vu plusieurs décennies, là, quelques générations. Il a vu Mario Tremblay rookie, lui, là. Il y en a vu des initiations bizarres dans des chambres de soir. Le raisin sec, là, puis la course. En tout cas, on peut en parler, mais il y en a vu. Des affaires bizarres. Donc, exactement. Et là, c'est sorti cette semaine ou la semaine passée. Gilles Courteau serait prêt à accommoder les Saguenayens si jamais il y avait un projet de nouvel amphithéâtre qui se réalisait parce que présentement, Gatineau sont en train de construire un nouvel aréna. Là. Ce sera plus le centre Robert Guertin qui était malheureusement trop vieux. Oui, ça aussi, c'en est un autre qui a eu de la misère. Hey, en passant, je me suis trompé. J'étais pas dedans pantoute. Hein. On parle de 60 millions pour le Colisée à Trois-Rivières. Voilà. À quelques millions près, c'est de l'argent de poche. À quelques 50 millions près, on oui, c'est ça. C'est j'ai dit le chiffre, puis je me suis mis à douter tout de suite après. On parle de 60 millions. Une petite marge. OK, oui. Mais, donc, c'est ça. Puis là, ce qui arrive, là, ça va être des grosses décisions pour la ville parce que soit on a la décision de juste faire les rénovations, ça coûte moins d'1 million, ou on y va vraiment avec le gros amphithéâtre, un nouvel aréna, tout en nouveau, mais qui va coûter évidemment bien plus cher. Et ce qui est spécial aussi, dernière petite chose à Saguenay avec cet aréna-là, c'est que c'est le seul de la LHJMQ à avoir une glace olympique. Donc, c'est vraiment une grosse glace, là, honnêtement. Pour jouer dans une ligue de garage sur cette glace-là, c'est pas bien le fun quand t'as pas de cardio puis que tu bois pas mal de bière. Ouais, il y a ça. Mais oui, puis là, cette glace-là, elle sert pas juste aux Saguenay, mais elle sert aussi à l'équipe de patin de vitesse de la ligue. De la ville, en fait. Donc là, vraiment, ça va être, comme je vous dis, ça va être une décision importante pour la ville à savoir ce qui va arriver. Puis faut aussi accommoder les citoyens de la ville dans ce dossier-là. Tout à fait. Donc, ça va être à suivre, mais les Saguenayens et la ville de Saguenay ne seront pas les seuls à avoir des grosses décisions pour les amphithéâtres. Excellent, Alex. Avant de terminer, je veux que tu me parles du joueur qui a joué vraiment un match, mais avec 2 équipes différentes. C'est arrivé genre fin janvier. Moi, je trouve ça assez gonzo là, de jouer un match avec 2 équipes différentes. Faut que tu nous expliques ça avant de partir. Pas sûr de comprendre. Non, c'est ça. C'est spécial.
C'est assez spécial. Oui. Pierre-Olivier Lacombe, un défenseur qui a fait son entrée l'année passée dans la LHJMQ, jouait avec les Olympiques de Gatineau. Ouais. Puis il y a un match qui a été commencé entre les Olympiques et les Remparts au mois de novembre. Et ce match-là a été interrompu en fin de deuxième période ou en fin de première, si je me trompe pas, Ouais. parce que il y avait il y a eu une panne de courant, littéralement. Donc, quand je parlais du centre Robert-Gartin qui en arrache, c'est un peu ça. Donc, il y a eu une panne de courant. Ouais. Et le match a été reporté à fin janvier environ. Et entre-temps, comme je le disais tantôt, il y a eu le trade deadline, la fermeture du marché des transactions. Et c'était début janvier. Puis ce qui s'est passé, c'est que les Olympiques, pendant cette période-là, ont échangé Pierre-Olivier Lacombe au Rempart de Québec. Ce qui veut dire que quand ils ont terminé le match entre les Remparts et les Olympiques... Il était rendu dans l'autre équipe. Exactement, il était rendu dans l'autre équipe. Donc, il a commencé le match avec les Olympiques de Gatineau, puis il l'a terminé avec les Remparts de Québec. Et c'était la première fois qu'il y avait un joueur qui se retrouvait sur les deux line-up de chaque équipe. Et écoutez le nombre de joueurs qu'il y a eu dans ce match-là, parce qu'il y a eu des échanges et c'était pas le seul. Évidemment, c'était la situation la plus intéressante et la plus bizarre. Mais quand même, ça n'a pas été le seul à avoir ça. Puis il y avait je pense que c'était des line-up d'environ 25-26 joueurs là, au total pour le match, étant donné qu'il y avait eu les transactions. Donc, c'est une situation assez spéciale. Puis il a été sur la feuille de match avec les Olympiques. Malheureusement pas pour les bonnes raisons. C'était parce qu'il y avait eu 2 pénalités. Il n'y a pas eu de points. Il y a eu des pénalités cependant. Fait que ça a un peu aidé les Remparts à gagner le match. Fait que, tu sais, pour voir ça du bon côté, mais c'est une situation vraiment spéciale. Puis, tu sais, même pour lui, arriver dans une autre équipe, ça doit être bizarre de jouer contre son équipe. Ben oui. Puis, comme je vous disais, avant, Spéo, c'est un de mes amis, puis j'ai jasé un peu avec lui, puis il disait, c'était un match qu'il voulait vraiment aller gagner, là. C'est tellement spécial, puis, tu sais, il écrit l'histoire en tant que tel, là. Fait que ça doit être quand même assez motivant. Et finalement, le moral de fin de l'histoire, les Remparts ont gagné le match contre les Olympiques de Gatineau. Écoute. Tout est bien qui finit bien. Dans la catégorie seulement en région, cette histoire en fait partie. Alors, très bonne question à garder en tête pour une question quiz. Ouais, on va s'en rappeler de celle-là. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, Alex, c'est tout le temps qu'on avait, mais avant de partir, je vais te donner un conseil. Si jamais tu te retrouves sur la galerie de presse d'un amphithéâtre qui est sur le point de tomber, là, sac-toi bien chaud. Parce que ça, c'est comme quand tu chauffes, c'est reconnu par des études qui disent que t'as moins de risque de te blesser. Fait que rappelle-toi de ça. J'apprécie le conseil, je vais m'en rappeler. Puis s'il y a 2-3 fautes, vous repasserez sur mon texte après les games. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci Alex d'avoir pris ton précieux temps. Puis on va se reparler bientôt. Oui, bientôt pour les séries, on se reparle. C'est promis, c'est un rendez-vous. Tout à fait. Merci Alex. Bye. Salut les gars. Salut. Alors, c'était Alexandre Bissonnette, toujours aussi instructif et intéressant. Alex, c'est le meilleur invité qu'on a jamais eu. Ça, c'est garanti. Là, c'est le temps pour la deuxième bière, la Baldwin. Il y a du temps qu'il finisse, sérieux. Oh, tabarouette. Ça a splashé. Là, ça a splashé solide. J'étais pas prêt pour ça, je vais vous le dire. Ah, mais c'est encore meilleur, la deuxième. Là, j'ai pas d'essuie-tout sur moi, donc je vais être obligé de prendre la couche. Le maître brasseur le maître brasseur des bières Baldwin, qui s'appelle Olivier, t'sais, on peut pas se tromper. Vraiment un bel job. La Pale Ale, une belle robe. J'ai commencé avec la India Pale Ale. Oui, excellente aussi. Et là, on est rendu avec la Pale Ale du Moi, j'ai fait le contraire de vous autres. J'ai commencé avec la Pale Ale, puis j'ai fini avec la India Pale Ale. La question de bien goûter. Et parlant de... Plus on envoie des bières Baldwin, plus j'ai goût qu'ils nous commanditent longtemps. Oui. Mais là, je pense que ça va être difficile même de se garder le deuxième 6-pack pour le prochain épisode. Ouais. Donc, ça va être ça le défi. Mais là, c'est une grosse bière, mais j'ai pas fini de la vider. OK, vite encore. C'est ça. Là, arrête de faire jouer ce thème-là parce que moi, tu le sais, avec je suis un pisse-minute, hein? Oui. Avec ma vessie de hamster. Oui. Fait que là, si t'en fais jouer une autre fois, je suis obligé de faire pause. Ben, au pire, on va jouer comme l'autre fois. Découvrez quand Charlie nous a quittés. OK, c'est bon. Là, on va passer à ta chronique, Charles Baldwin de la Hamel, hein? Parce que c'est moi, ça. Ton nom. Oui. Alors, tu nous parles de quoi cette semaine, Charles? Cette semaine, je vais vous parler, c'était le Daytona 500 hier, dimanche le 17 février. Oui. C'était la 61e édition de cette mythique course. C'était ça, l'odeur de gaz dans les rues de Oui, c'est ça. Il y avait des vents du sud, hein, fait que le gaz a remonté jusqu'ici. Puis, ben évidemment, en NASCAR, on fait les choses à l'envers. On commence avec le gros événement de l'année au lieu de finir avec ça. Et qui dit gros événement, ben on fait tout en gros. Pour les qualifications, au lieu de faire des tours de piste, son chronomètre est le plus rapide part en avant, ben là, c'est sur une semaine que ça se déroule. Okay. Le samedi précédent, donc 8 jours avant,
on fait une séance régulière. Les pilotes courent, roulent et puis on chronomètre. Et les 2 plus rapides sont assurés de partir 1 et 2. Bon, jusque-là, ça va. Oui. Le jeudi, on fait 2 courses de 60 tours appelées les duels. Tous les pilotes ont été classés en ordre. Et là, c'est pour ceux qui ont fait 1, 3, 5, 7 selon les temps, prennent le départ. Donc, on a 21 voitures en piste. Et c'est pour déterminer les positions 3, 5, 7, etc. Et ensuite, on fait la même procédure pour les positions paires. Donc, c'est comme ça qu'on qualifie. En même temps, ça donne du show. Tu sais, ça fait 2 courses à regarder à la télévision nationale. C'est une façon... C'est la seule fois où est-ce qu'on fait ça. Oui, tout à fait, c'est bien. C'est un concept original. Exactement, amener du monde sur place, vendre de la bière, des hot dogs et des Pokéballs peut-être. Ben oui, les Pokéballs. C'est rendu à mode. Pokéballs à Daytona. 2019. Non, c'est même le gars de région, là, il s'intéresse aux Pokéballs. Ben, on est rendu là. Oui. L'année passée, en 2018, ça a été une saison difficile pour Chevrolet avec leur nouvelle Camaro. On avait tenté d'être créatif en faisant en NASCAR, il faut que la voiture rentre comme dans un gabarit. Ouais. Mais on peut être un peu créatif avec le devant. C'est à peu près la seule place où est-ce qu'on peut rendre la voiture un peu comme une voiture de rue. Donc, on avait vraiment fait le design devant de la Camaro, mais ça n'avait pas été constructif. Les Chevrolet avaient vraiment pas eu une bonne saison. Mais cette année, on a travaillé fort. Et puis, les 2 premières positions, William Byron et Alex Bowman roulaient sur des Camaros. Du côté de Ford, on sortait la Mustang pour la première fois. Mais eux, ils se sont pas cassés la tête. Au lieu d'essayer de faire dans le devant de la voiture, vraiment travailler la structure. Mm-hmm. On s'est contenté, on a gardé le même devant, on a juste changé le sticker. Puis, est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser l'aimant à gonzesse avec ces autos-là ou ils ne peuvent pas le mettre? C'est trop lourd? C'est peut-être lourd. Non, je pense pas que ce soit trop lourd. À la pesanteur de la voiture, ça ne changera pas grand-chose. Okay, c'est bon à savoir. Oui. Non, je pense que c'est que ça va trop vite, ça collerait pas. Ah, mais il y a ça aussi. C'est ça. C'est vrai. Enfin, bref, l'an dernier, Ford avait été super, avait dominé. Il avait gagné 19 des 36 courses, dont 18 par Kevin Harvick, et le champion Logano aussi roulait une Ford. On a eu les positions 3 à 8 en qualification pour le départ, et il fallait se rendre à la 9e position pour finalement avoir une Toyota. Une Toyota, oui. Ben, mais il y avait la Hyundai, elle. Non, il n'y a pas d'autres constructeurs, malheureusement. Mais il ne faut pas tirer de conclusion. Ça reste une séance de qualification. Ouais. Pour la course, c'est pas vraiment sur quoi je veux vraiment m'étendre, dire qu'est-ce qui s'est passé. Tout simplement quelques trucs à mentionner. Ben oui. C'était J.J. Watt qui était l'invité pour le célèbre Driver Start Your Engine. Il est allé d'une prestation assez intense et spectaculaire. As-tu vu un auto avec fait comme des pompes avec ses... Non, mais sauf que l'auto a quasiment basculé tellement il l'a crié. Ah ouais, hein? Donc, il était aussi intense que sur un terrain de football. La course, ça a été une course un peu typique de NASCAR ces dernières années. Des moments super intéressants où il y a eu de l'action et de longs moments où est-ce qu'on a roulé en file indienne pour faire des tours, des tours. Par contre, avec 10 tours à faire, il y a eu ce qu'on appelle le Big One, le gros crash. OK, le crash que tout le monde veut voir au moins une fois dans sa vie. Il y a eu, sur les 40 voitures qui ont pris le départ, il y en a 21 qui ont été impliquées. Yes! Dans ce temps-là, le fan, il trippe. Le fan, il trippe. Il dit, Suzanne, amène-moi d'autres bières. Amène-moi d'autres bières. C'est le fun. Il y a de la tôle qui s'est froissée. Il y a eu des flamèches, de la boucane. J'ai vu du sang. La seule affaire qui peut battre ça, c'est le grand Antonio qui arrive puis qui attache tous les chars avec ses couettes. Oui, c'est ça. Qui étire. Là, tu son poil de chess. Là, tu fais OK. Il se passe quelque chose ici t'asseoir. C'est ça. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que Paul Menard, qui était en 6e position, a poussé Matt Di Benedetto, qui est en avant de lui. Fait que lui, il a perdu le contrôle. Ça a fait... Ça, là, tout le temps ça, ce style-là, tout le temps. Exactement. Ça, tu m'enlèves ça de tes amis Facebook tout de suite, ça. Exactement. Fait que c'est ça. Comme je disais, il y a de la tôle qui s'est froissée et on a dépensé des milliers de dollars en réparation. Le beau répare. Oui, le beau remplace. Oui. Et voilà. C'est une commandite, ça? Non, malheureusement. On dit plus jamais ça. Finalement, en bout de compte, c'est Denny Hamlin qui a bien manœuvré au travers de tout ça, qui a remporté le Daytona, en fait, 517,5 parce qu'on a fait 7 tours supplémentaires. On a fait de l'overtime, hein? Oui.
Parce Ouais, que NASCAR veut pas terminer une course sur le drapeau jaune. Donc, quand il faut, dans le fond, ils reprennent la procédure. On fait 2 tours pour jusqu'à temps qu'on arrive à la fin sur le drapeau vert. Fait que finalement, ça a pris 7 tours de prolongation pour réussir le stratagème, là, parce qu'il finissait toujours par se crasher. Ça a été une victoire assez émouvante pour Denny Hamlin, parce que quelques semaines auparavant, le fils de Joe Gibbs, qui est le propriétaire de l'équipe, est mort et du cancer. Et c'est lui qui l'avait découvert qui avait découvert Denny Hamlin en Virginie, là, en train de faire des courses sur des petits circuits. Alors, il lui a dédié sa victoire. Ça a été un moment assez émouvant, si on peut dire ça. Et d'ailleurs aussi, ça a été une très bonne journée pour cette équipe-là qui est de l'ancien coach des Redskins, parce que Joe Gibbs, c'est vraiment l'ancien coach. C'est le même Joe Gibbs, parce que Émotion. Il y avait Kyle Busch a fini 2e et Eric Jones 3e, qui sont aussi 2 voitures de l'équipe de Joe Gibbs. Donc, on a balayé le podium. Et tantôt, je disais, Toyota, ils partaient 9e. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, effectivement, ils ont fini 1, 2, 3. Wow. Donc, mais à Daytona, c'est ça. Quand il y a un gros crash, ça peut tout changer. Justement, tu bien de rouler relax, faire tes stops, pas de brûler tu brûles pas les lumières jaunes. En fait, c'est le contraire. Souvent, t'es mieux de rouler en avant. Parce que quand t'es en arrière, quand ça se crash devant toi, t'es fait. C'est là la bataille se pogne. C'est ça. Tantôt, c'est ça, je disais, il y a eu des longs moments dans la course. Il y a eu différents changements qui ont été faits par NASCAR pour essayer justement de dynamiser le spectacle. Tout d'abord, il y a eu la bonne vieille valse des pilotes, comme chaque année. On change d'équipe. Donc, on ne fera pas le tour parce qu'il y en a eu beaucoup, mais juste pour vous donner une idée, Martin Truex, le champion de 2017 et celui qui a fini 2e l'an dernier, est parti de chez Furniture Row, s'est retrouvé dans la 19 chez Joe Gibbs, que je vous parlais. Kurt Busch, qui était dans l'équipe la plus dominante, Stuart Haas, est parti pour Ganassi. Aucune valeur, hein? Non, aucune valeur. Par contre, lui, en plus, il n'y a tellement pas de valeur. Moral, il n'y en a pas. Ça existe plus. Non. Puis je vais renchérir là-dessus. Il n'y a tellement pas de valeur qu'en plus d'être parti, il est parti avec la commandite de Monster Energy. Donc, il est-tu parti avec un moteur, quelque chose? Ou, si je m'en vais du podcast, je pars avec Baldwin. C'est correct, tu fais bien. Tu fais bien. Ça, on est rendu là. C'est 2019, hein? T'es pirate, moi aussi. Les gens. Et alors, ça, tu sais, juste pour finir sur le carrousel, je vous parlais que Truex était rendu dans la 19. Ben, le pilote de la 19, Daniel Suarez, lui, est parti dans la 41, qui était la voiture de Kurt Busch. Donc, c'est ça. On s'échange les voitures, mais au bout du compte, c'est à peu près tous les mêmes pilotes qui sont là. C'est comme des chauffeurs d'autobus, hein? Oui. Exact. Ça change. C'est ça. Ils prennent un bus puis ils go. C'est ça, tu sais. L'autre grosse nouvelle aussi qu'il y a eu, c'est en octobre dernier, on annonçait la séparation entre Jimmy Johnson et son chef d'équipe, Chad Knaus. Les deux étaient associés depuis les débuts de Johnson en 2002. Donc, ça faisait quand même 17 saisons qu'ils étaient ensemble. Et là-dessus, ils ont rapporté 7 fois le championnat des pilotes. En 17 ans, c'est quand même pas si mal. C'est bien. 83 victoires, 35 pole positions en qualification. Chad Knaus a été raffecté à la voiture numéro 24, qui est dans la même équipe. Et pour Johnson, on lui a attribué un nouveau chef d'équipe qui arrive des classes de NASCAR inférieures. Donc, dans le fond, on a envoyé le vétéran chef d'équipe avec un jeune pilote et on a pris un jeune chef d'équipe et on l'a mis avec un vétéran pilote. Et l'autre chose aussi, c'est que l'autre séparation pour Jimmy Johnson, c'est que Lowe's, l'espèce de quincaillier là, qui a acheté Rona, était son commanditaire depuis ses débuts et ils ont décidé de quitter le NASCAR. Parle-nous pas de commanditaire qui quitte, là. On vient d'en avoir un. Non, mais ça, il n'y a pas de stress à avoir. Ça a coûté cher, Rona, là. Nous autres, on n'a pas coûté cher, là. Rona, ça a coûté un bras, ça. Oui, ça a coûté un bras. Exactement. Donc, c'est ça. Mais ça a été remplacé par la compagnie, une institution financière, Ally. Et c'est la nouvelle mode aussi en NASCAR, les compagnies d'assurance, les institutions financières. C'est beaucoup ça, eux, qui commanditent maintenant les courses. On dirait que tu parles comme si c'était eux autres qui avaient de l'argent. C'est ça qui est weird, hein? Ouais, c'est bizarre. On comprend pas. Oui, c'est ça. Ils payent en vide. Hein? En bouteille vide, c'est ça.
L'autre gros changement aussi, c'est... il y en a eu quelques autres, là, mais en gros, on a aussi décidé, pour dynamiser le spectacle, on va faire passer les moteurs de 750 chevaux à 550 et on va aussi rajouter de l'appui pour garder les voitures plus collées au sol pour éviter justement qu'ils roulent tout à la queue leu puis essayer justement qu'il y ait des dépassements et tout. C'est reste à voir si ça va fonctionner. Mais c'est l'objectif de cette modification-là. Est-ce que le sport, si on peut appeler le NASCAR un sport, en tout cas, du moins ce divertissement-là, est-ce que c'est en santé? Moi, c'est un sport tant que tu peux pas pratiquer ça avec ton cellulaire dans tes poches, comme le golf. C'est ça. Tu sais, le golf, tu peux jouer au golf avec ton cellulaire dans tes poches, on s'entend. Si t'as des pantalons bien serrés, c'est dur. C'est sûr que les gens vont le remarquer, mais ça t'empêchera pas de... Ça t'empêche de swinguer, tu swings mal. Ou tu pourrais jouer au golf avec un boner, tu sais. Ça pourrait passer. Mais le NASCAR, je déconseille le texting. Oui. À 200 000 à l'heure. Quelqu'un t'écrit, excuse, je suis juste comme 14e. Là. Dans la ligne droite. Dans la curve, peut-être pas. Dans la curve, oui, c'est ça. Je te reviens. Bref, est-ce que le sport est en santé? Les foules diminuent un peu d'année en année. Les codes d'écoute sont stables, mais il y a certains facteurs qui peuvent être liés à ça. Il y a eu la retraite des pilotes très populaires comme Jeff Gordon dans la célèbre 24 Dupont là, que tout le monde a déjà vu. Tony Stewart, Dale Earnhardt Jr. aussi. C'était des pilotes... C'était la belle année, les belles années. Oui, c'est ça. C'était des pilotes charismatiques qui a maintenant, dans le cas de Gordon et Earnhardt, sont analystes à Fox et NBC et Stewart est rendu propriétaire de l'équipe. Ils sont restés autour, mais ont décidé justement de passer à autre chose. Le NASCAR aussi, ça demande beaucoup d'argent pour rouler dans cette série-là. Exact. C'est des centaines de millions. On permet à 40 voitures de prendre le départ maintenant et il y a quelques années, c'était 43. Donc, on a diminué le nombre de voitures qui peuvent prendre le départ. Et juste à titre de comparaison, sans reculer vraiment dans le temps, quand Carpentier roulait autour de 2008, à Daytona, il y a 53 voitures qui avaient essayé de se qualifier pour le Daytona 500. Cette année, il y en avait seulement 42. Donc, il y a quand même 11 voitures de différence et on parle de seulement il y a 10 ans. Et il y a toujours plus de voitures à Daytona qui veulent se qualifier parce que juste prendre le départ à Daytona, même si tu finis dernier, tu t'assures une bourse de 250 000, ce qui est généralement assez pour pouvoir faire quelques courses après. Donc, et même l'année passée, il y a eu quelques courses où on n'a même pas atteint le 40 voitures. Il y avait 38 voitures souvent qui participaient. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment un besoin de renouveau chez les propriétaires. Là, je regardais un peu l'âge des propriétaires des grosses équipes, là, comme Roush Fenway, propriétaire, a 76 ans. Chez Hendrick Motorsport, il a 69 ans. Je vous parlais tantôt de Joe Gibbs, l'ancien entraîneur chez Joe Gibbs Racing. Il a 78 ans. Wow! 78 ans, ça commence à être... Joe Gibbs a pris sa retraite du football. J'étais jeune. Oui, c'est ça. Ça date pas d'hier. C'est ça, exactement. Un autre nom aussi très connu, là, Roger Penske. Les Penske, là, justement, les locations de camions et tout. Il a 81 ans maintenant. Richard Childress, celui qui faisait rouler Dale Earnhardt, le père, à l'époque, est rendu à 73 ans. Donc, et ça, ça forme une grande partie des équipes dominantes du peloton. Donc, on voit aussi que ça va prendre du renouveau. Une relève ou une commandite de glucosamine. De glucosamine, exactement. Et d'ailleurs, tu parles de commandite, mais... Là, je disais ça va en prendre, mais il y a beaucoup de compagnies qui sont vraiment associées au NASCAR qui ont quitté. Je pense à Subway, Lowe's, Target, Home Depot, 5 Hour Energy ont toutes quitté. Alors, ça rend aussi plus difficile de trouver des fonds. Sur place aussi, il y a des circuits qui ont investi des dizaines et des dizaines de millions pour améliorer l'expérience client. Tantôt, je niaisais là, avec les Pokéballs. Mais à Phoenix, entre autres, on a fait plus que ça. Les gens se plaignaient qu'il faisait chaud parce qu'il était au soleil. Donc, on a déplacé la ligne de départ arrivée et les estrades sur le circuit pour les mettre à l'ombre. Donc, mais ça coûte cher, ça, changer des estrades de place. Oui, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais bon, peut-être, vu qu'il va faire moins chaud, on va vendre moins de bière Baldwin puis de crème à glace pour les enfants. C'est vicieux, hein, ça? C'est ça. Au Texas, au Texas Motor Speedway, c'est près de Dallas, on a installé il y a quelques années un écran géant. Mais quand je vous dis écran géant, là, faut pas oublier, c'est un circuit d'1,5 miles. Ouais.
l'écran géant est sur la ligne droite arrière. Donc, quand tu es assis dans les estrades, l'écran géant, il est loin. Oui, oui. Parce que, bon, pour ceux qui sont pas familiers avec les 1000, c'est à peu près 2,5 km faire un tour de piste. Là. C'est loin. Fait que c'est loin. Pas à peu près. Fait que l'écran géant, ben, il fait 20 633 pieds carrés, soit 218 par 94 pieds. Ouais, c'est gros. La base de l'écran est à 125 pieds de haut. Et pour ceux qui sont vraiment techno, là, les geeks, là, ben, l'écran diffuse en 1080p et compte pas moins de 4,8 millions de pixels. Wow! Juste ça. C'est quand on Texas, dit baby. Everything is bigger in Texas, c'est ça. Oui. Un autre truc qu'on a fait aussi que j'ai trouvé vraiment intéressant, depuis 2 ans, on met une caméra sur le casque du pilote, mais avant, on la mettait vraiment sur le dessus du casque. Maintenant, on lui met une GoPro juste au-dessus de la visière. Ouais. Donc, ça donne vraiment c'est Patrick Carpentier qui disait ça. Ça donne vraiment l'impression de ce que les pilotes voient dans la voiture, puis on se rend compte qu'ils voient absolument rien. C'est ça, hein? Ils peuvent pas bouger la tête. C'est comme en ligne droite. Ils roulent à l'aveugle, là, puis ils ont un éclaireur qui leur dit attention, en arrière, à droite, il y a quelqu'un et tout, mais c'est vraiment spectaculaire là, de voir comment on voit rien puis qu'on roule à 200 000 à l'heure. Wow! Enfin bref, le dernier point que je veux aborder, c'est que du côté de NASCAR, on travaille fort. C'est un peu comme le baseball. La moyenne d'âge des fans est assez élevée, puis on semble avoir de la difficulté à se renouveler. Puis aussi, on est dans un temps où est-ce que les gens ont de plus en plus une conscience écologique, puis voir rouler des gros bolides avec une autonomie de carburant aussi épouvantable, c'est difficile de convertir des fans. Mais pourtant, on dit qu'en région, la durée de vie est comme un peu plus longue qu'en ville. Fait que je comprends un peu comme... Oui, c'est ça. Bon. Tu sais, comme à contre-cœur, les endroits comme ça, il n'y a pas de stress. Donc, non. Tu vis plus longtemps. La clientèle... Tu y vas à contre-cœur, par exemple? Oui, il y a ça, par contre. Oui. Mais bon, parlant de carburant, d'ailleurs, tu sais, juste, c'est pour le fun, on va faire des stats pour s'amuser, pour conclure la chronique. Une voiture là, de la Coupe Monster Energy de NASCAR fait entre 4 et 5 000 au gallon. Juste en comparaison, là, un F-150, là, qui n'est pas vraiment un véhicule très économique, en fait autour de 18 à 20 lorsqu'on combine là, sa consommation ville-autoroute. Là. 18 à 20, donc à peu près 4 à 5 fois plus. Quand même. On va s'amuser pour mettre ça en contexte. Oui. 500 000, comme à Daytona, là, on a fait 500 000, c'est 800 km. Donc, la distance Québec à New York. Si on dit qu'une... C'est long, longtemps. Oui, c'est long, longtemps. Mais une tank à gaz de NASCAR compte 18 gallons à 4 500 de moyenne au gallon. Ça fait à peu près qu'avec une tank à gaz, tu fais 80 000. Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes en chemin et mettre du gaz 6 fois quand tu fais Québec. Et moi, j'arrête en chemin plus souvent que ça. Pour aller pisser, oui. C'est ça, oui. Mais donc, si tu mets du gaz 6 fois en chemin, puis d'ailleurs aussi les pneus, ils sont pas très bons aussi en NASCAR, donc on change les pneus à chaque fois. Ça coûte à peu près 5 000 $ pour un train de 4 chaussettes neuves. Wow! Alors, il faut que tu en mettes 6 fois. Ça fait 30 000 $ pour les pneus. Hier, la moyenne du prix du gaz aux États-Unis était à 2,89 au gallon. Alors, tu mets 18 gallons, 6 fois à 2,89, ça fait 310 $, de gaz. Donc, pour faire Québec-New York, ça te coûte 30 311 $ US. Pas cher. Un petit peu plus que ça, parce que les deux premiers tanks à gaz, tu les payes au Québec. Oui, c'est ça. Tu payes 1,20. Ouais, puis il faut que tu fasses... Il y a ça aussi. Ouais, mais j'ai tout mis en US. Non, tu t'es simplifié la tâche, c'est correct. C'est juste pour mettre en perspective de comment ça coûte cher rouler en NASCAR. Tu sais, 30 000 $ pour faire l'équivalent de Québec-New York. Quand même, c'est bien. Excellente chronique. Tu as fait des calculs. Moi, c'est plus les mots, mais on peut voir que tu as quand même des mathématiques. Ben là, il y a MBA en finance. Oui. Donc, ça qui oui, c'est tout. Je vais terminer là-dessus. Merci, Charles. C'était très instructif. Hey, dis-moi donc, Charlie, le podcast, es-tu commandité par la bière Baldwin? Ben, tout à fait. Il est commandité par la bière Baldwin. Oui. Il n'y aurait pas, je sais pas, quelque chose comme un slogan, ce monde-là? Ils ont un slogan, tout à fait. C'est... Allons coucher, toi. Ben, ils ont un slogan, c'est « Changeons le monde, une gorgée à la fois ». La bière bio brassée avec l'audace d'aller à contre-courant. Oui. Pour abreuver votre soif de changement. Puis là, je me rends compte que j'ai changé le monde pas mal souvent à soir. Refaire le monde. Refaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand tu disais à contre-courant, je pensais que tu revenais sur ce que je disais pendant ma chronique. Oui. Que tu t'en allais à contre-cœur. À contre-cœur, oui. Je salue mon cousin Carl qui habite contre-cœur. Mais là, les boys, je vous arrête un instant. Parce que le temps nous pose dans le coup. Donc, c'est maintenant l'heure de la chronique d'Olivier. Et qui dit chronique d'Olivier dit thème musical
Et box. voilà, c'est parti. Ben Claque oui, écoute, sa il y gueule. a eu des nouvelles aujourd'hui même. Oui. Tyson Fury, vous connaissez Tyson Fury? Ben oui, mon ami. Signé pour la modique somme de 80 000 livres sterling, qui équivaut à 103 millions de dollars américains, avec le réseau ESPN. Ah. Ah, ben ouais, hein? Regardons ça, c'est pas le même réseau que Deontay Wilder non plus, hein? Non. Non, il y a ça. Non. Oui, tout à fait. Fait que là, ça a comme mis des bâtons dans les roues pour le combat revanche. On se rappelle qu'au 1er décembre, il y a eu un combat nul entre les deux. Oui, tout à fait. Fait que là, c'est ça. On est dû pour la revanche, là. Fury, ben on s'attendait à une revanche, ça négocie, il n'y a rien qui aboutit. Fait que là, écoute, on signe pour 100 millions de dollars avec Top Rank. J'ai étudié ESPN, c'est ça, avec ESPN, puis Top Rank, qui est le promoteur, dans le fond, Bob Arum, qui va être le promoteur. Fait que là, c'est ça, ça ne met pas en jeopardy, là, il arrête pas de dire que non, les gens veulent le combat avec Deontay Wilder, la revanche, on veut l'avoir. Fait que il dit que ça va se passer, malgré la différence de réseau, verra-t-on. Et puis, l'autre nouvelle, chez les poids lourds, on a eu une belle grosse annonce. Oui, Joshua s'en vient. Hey, finalement, il va traverser l'océan. Oui. Fait que il a trouvé le bon avion, là. la méga star britannique, invaincu, champion de tout ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce que Wilder n'a pas, finalement, là, sur WBC. Il y a toutes les autres, là, nomme-les toutes. Là. Fait qu'il s'en vient. Ben, ça prend 2 valises, parce qu'une valise pour les ceintures, une valise pour la ligne. C'est ça. Fait qu'il s'en vient au Madison Square, le mythique Madison Square Garden. Ouais. Oh yeah. Il va affronter le charmant Gerald Miller. Ça dit quelque chose? Moi, non, mais je suis pas un. Je sais pas s'il est charmant, par contre. Pas un érudit. Ben, en tout cas, 300 livres d'amour. Là, on parle. Ouais, ok, oui. Mais on parle pas de nécessairement bien bâti, là, 300 livres. On parle plus d'un. Fait que là, il a traversé. Pas sous le modèle Butterbean. Un genre de. Comment tu l'as appelé? C'est Gerald Miller. Gerald Miller. Il y a une belle fiche, mais on s'entend, c'est pas de la même catégorie. C'est pas dans le même. Non, quand même. Le Butterbean, j'ai peut-être exagéré un peu. Je vais m'en confesser. Là. Mais il n'y a pas la vitesse à Joshua. Il y a un solide punch. Il y a du KO à son actif. Là. Ça se peut-tu qu'une droite bien placée mette Joshua à terre? Ouais. Pas trop télégraphié. Fait que c'est ça. C'est une entrée en Amérique un peu, comment je dirais-je, pas stagée, là, mais c'est pas bien faire pareil. On parle de 23 victoires, une nulle et 20 KO pour Miller. Quand même, là. Non, ça je te dis, c'est pas un jambon, mais ça reste pas du même calibre. 89 rounds en 23 combats. Et puis il y avait un petit gars là. Fait que là, c'est ça, on attendait le combat Fury-Wilder, on attendait le combat Anthony Joshua-Wilder. On va avoir du en attendant. Peut-être plus tard cette année. Ça, là. Fait qu'on va avoir Miller puis Joshua, puis on verra pour la suite. Il y avait un petit combat en fin de semaine. Le groupe Gym présenté au casino. David Théroux qui remplaçait Sébastien Blanchard à pied levé. Là, vraiment, de même c'est Bouchard en passant. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'as dit Blanchard. Blanchard, oui. C'est la Baldwin. C'est comme, oui, c'est voilà. Tu sais que t'as une bonne bière quand tu. Je pensais à Claude, c'est pour ça. Ah, ben c'est ça. Ah, ok, oui. Il est 3 heures, on ferme. Fait que José Alfaro a décidé que. Ben, ces hommes de coin ont décidé que ça suffisait après le 6e assaut. Pendant le 6e assaut. Ouais. Ok, ouais, c'est ça suffisait. Merci beaucoup. Le fait saillant, ça a plutôt été le Camerounais entraîné par Stéphane Larouche dans ce gala-là. Wilfried Seyi remporté sa 3e victoire, un KO expéditif au premier. Et puis, on sent que chez Stéphane Larouche, il est très enchanté par son poulain. Tu vois le gars possède beaucoup de belles qualités. Là. Fait que si Stéphane est capable de l'amener à un niveau supérieur, espérons-le. Dans ma chronique, c'était ça, je voulais placer le mot Wilfried Seyi, je voulais qu'on le mette dans la catégorie des à surveiller. Donc, parce que le reste du gars-là, j'étais so-so. Mais avec Stéphane Larouche, il est quand même entre bonnes mains. Oui, c'est quand même un bon entraîneur. Tout à fait. Donc, ce que tu nous dis, c'est que. Comment tu l'as appelé? William Seyi? Wilfred, bon. Tu dis Wilfred, c'est ça? Wilfred, non, c'est moi qui l'ai C'est Wilfred. On est rendu là. Fait qu'il est dans la catégorie des. Puis l'autre qui est tombé. Et voilà, ça ressemble à ça pas mal. Là, il n'y avait plus de temps, Charlie. C'est ça, on est rendu là. J'avais plus de notes. Non. Bon, ok, c'est bien. Alors, c'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la Première Ronde. Chevalier, épisode présenté par la bière Baldwin. Oui, rappelons-le. Oui, donc, on va avoir un thème qui est assez... c'est que... Dans le ton? Non, pas du tout. On l'a pas. Donc, on va l'avoir. Il s'en vient tranquillement, la technique. Charles Baldwin était dans la lune. Ce qui vous permet d'écouter ce podcast
C'est voilà, c'est parti. Placez vos neurones à off et oubliez les grands problèmes de la vie. Oui. Comme si vous vous mettez à lire le fameux sac de chips. Sac de chips, mais oui. Il y avait des nouvelles intéressantes. Il y a les cours de yoga avec Chio qui arrivent à Montréal. Ah oui. Donc, ça peut être le fun. Ramasser un petit puppy pendant que tu fais ton yoga. C'est ça, avec de la souplesse. Il y a Jessica Simpson, pour pas dire la grosse vache, mais elle a brisé son siège de toilette. Non! Oui, puis c'était sur Instagram. Comment qu'elle a fait ça? Ça, c'est parce qu'elle s'est assise dessus, puis là, elle est enceinte, puis là, ben, ça a brisé, puis je pense qu'elle a mis de la pression. Elle a essayé de faire des triceps, je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle l'a brisé. Ça a-tu fait? Dans ce genre-là. On l'a pas vraiment entendu. Mais il y a une Insta-babe, ça m'a fait rire, qui s'est fait mordre les fesses par un cochon aux Bahamas. Puis là, quand je dis cochon, je dis pas style mon oncle Jean-Guy. Là. Pourquoi tu me regardais quand tu disais ça? Un cochon à 4 pattes. Donc, ben oui, la nouvelle est assez impressionnante. Puis ce qui m'a fait rappeler que Mike Tyson a déjà offert 10 000 $ à un zoo pour se battre contre un gorille qui trouvait que le gorille il était un peu trop méchant avec ses compères. C'est ça qui se passe dans le sac de chips. Le sac de chips. Mike Tyson a déjà quand même réussi à assommer un bœuf. Ouais, ben là, un singe gorille, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée de l'envoyer dans le... Eh boy, non. À voir. Ben pour les singes, je parle. Oui, non, c'est ça. Il aurait pu mordre une oreille. Ils ont des grosses oreilles. Ben, il y a ça. Donc, merci à Alexandre Bissonnette qui est venu nous parler de la Ligue junior Quel du excellent Québec. invité, encore une fois. Incroyable. Merci à mes deux co-animateurs, Charles Bumel-Assière, Baldwin, oui, voilà. Et merci à Olivier Daigneault. Tout le plaisir était pour moi, Charlie. Et merci à nos 94 auditeurs. On va en nommer quelques-uns du name dropping. On aime ça stalker vos Facebook. Fait que ça serait le fun que vous mettiez pas vos Facebook privés. Ouais. On a vu Jonathan Boudreau, fan de baseball, travaille chez Québec Linge. Québec Linge, toujours les bonnes guenilles propres. Oui, service d'uniforme et de guenilles propres. Du blanc. En voulez-vous? Oui, on a un bateau à vendre aussi, Prince Craft Pro 169, complètement refait de A à Z. Combien, ça? On n'a pas trop vu le prix, mais on savait qu'il y avait 2 tanks à gaz puis tout. Ah, si il faut l'écoute de même, à qui faut que je m'adresse si ça m'intéresse? Tu vas voir Jonathan Boudreau. Ah, c'est Jonathan, ok. Je pensais que tu avais changé de personne. Non, c'est Jonathan Boudreau. C'est bon, on de a leur Joe dire. Brodeur de Sherbrooke. Il a l'air gentil, mais avec une hache. Son compte est privé, fait que. C'est lui qui était un peu décevant, non? C'est ça. Fait que envoie-nous des infos si t'as le temps, parce que là, on sait pas ce qui se passe avec toi. La dernière publication 2012, tu sais. On angoisse. On sait pas ce qui se passe. C'est ça, on sait pas. Il est encore là, tu penses? Je le sais pas, mais Joe Brodeur, si tu nous écoutes, envoie des photos, n'importe quoi. Emmanuel Tossel aussi, Bermuda, Chessbras, photos de plage, voyage. On aime ça, des photos sur la plage, oui. Moi, c'est mon nouveau fond d'écran sur mon cellulaire. Ah, ben voilà. Et on a. Ben oui, et on a également Ryan Reeves et. Toujours, et Brittany. Hi, Brittany. Larson. Hi. Donc, c'est ça. N'oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack. Pump that shit up.